Dans cette séquence vidéo, nous allons modéliser la décélération de deux véhicules qui se suivent sur une route ou sur une autoroute et estimer, mettre en évidence l'importance de la distance de sécurité pour que ces deux véhicules ne se choquent pas et ne rentrent pas en collision. Alors, du point de vue de la description des mouvements, les choses sont relativement simples puisque chacun des deux véhicules a un mouvement rectiligne par rapport à un référentiel fixe. Donc si nous décrivons la position du véhicule 1 et du véhicule 2 comme c'est indiqué sur le schéma présent dans cette feuille Excel par une position x1 et une position x2, que nous décrivons leur vitesse dans 0 par v1 et v2, et qu'à un instant t égale 0, ils sont distants l'un de l'autre d'une distance notée ds comme distance de sécurité, et ben nous avons tous les éléments qui vont permettre de représenter et de décrire ce phénomène. Alors la seule chose qu'il faut ajouter, c'est qu'à l'instant initial, le véhicule de devant, à savoir le véhicule 2, va brutalement freiner et donc va apparaître une décélération de ce véhicule qui apparaît par l'intermédiaire d'un vecteur accélération A2 dirigé dans la direction moins x0. Alors ensuite, bien sûr, le conducteur du véhicule 1 va s'apercevoir que le véhicule devant lui freine et au bout d'un temps nécessaire à sa réaction, au bout d'un temps TR, temps de réaction, il va lui également freiner et le véhicule 1 va également avoir un vecteur décélération dans 0 noté A1. Alors, bien évidemment, ce problème peut être décrit de manière assez simple par des équations analytiques qui décrivent l'évolution au cours du temps de la position, de la vitesse et de l'accélération de chacun des deux véhicules. Mais comme c'est un problème simple, ça permet également de mettre en évidence l'intérêt de schémas numériques de type schéma Euler, par exemple, pour faire un schéma très simple, pour être capable de décrire l'évolution temporelle de la vitesse, de la position et de l'accélération d'un objet mobile. Alors, bien sûr, l'intérêt c'est de mettre en application ce type de schéma et de pouvoir ensuite l'utiliser dans des contextes un peu plus compliqués où les solutions analytiques ne sont pas forcément simples à obtenir ou ne peuvent même pas être obtenues. Voilà, donc nous allons voir comment nous pouvons décrire ce comportement. Et pour ce faire, les données générales du problème sont reportées dans un petit tableau de données à gauche en haut là, dans lequel on va trouver la distance sécurité, les deux vitesses, les deux accélérations qui sont ici négatives puisqu'il s'agit de décélération, le temps de réaction du véhicule 1 et l'incrément de temps delta t que nous allons utiliser pour décrire l'évolution du temps. D'ailleurs cette évolution est décrite dans la colonne temps ici en incrémentant le temps d'une valeur égale au pas de temps delta t. Alors, pour commencer par ce qui est le plus simple, nous allons décrire l'évolution de la vitesse du véhicule 2. Alors, si on utilise un schéma, comme j'ai dit, de type Euler, on va tout simplement dire que cette vitesse, elle est égale à la vitesse à l'instant précédent, plus le pas de temps delta t fois la décélération du véhicule 2. Alors, le pas de temps et la décélération sont des grandeurs qui vont rester constantes dans le cadre de notre simulation. Donc, on va bloquer ces informations dans la relation qu'on vient de coder. Et on va propager cette information vers le bas. Alors, simplement pour illustrer un phénomène qui n'est pas forcément visible de manière directe ici, on va dégrader le pas de temps en le mettant par exemple à 0,5 secondes. Et à ce moment-là, on voit que le véhicule 2 va s'arrêter au bout de 6 secondes ici. Bon, ce temps, la valeur du temps d'arrêt n'est pas modifiée, mais par contre on l'obtient en moins d'incréments. Ce qui est intéressant, c'est de remarquer que à l'instant d'arrêt, la vitesse devient nulle. Mais par contre, comme on n'a rien dit du point de vue de la décélération, le schéma qu'on vient de coder continue
à gérer une accélération constante, ou plutôt une décélération constante. Et donc le véhicule, après s'être arrêté, part dans l'autre sens, et il va se mettre à reculer avec une vitesse qui en intensité va croître de plus en plus, puisque la décélération reste toujours constante. Alors bien sûr, c'est pas ce que nous souhaitons modéliser. Ce que nous souhaitons modéliser, c'est l'arrêt du véhicule. Donc tout simplement, pour reproduire ça de manière correcte, on va tester le signe de la vitesse, et on va dire que si ce signe reste positif, et à ce moment-là, on garde cette vitesse, et si jamais il devient négatif, on prendra une vitesse nulle. Donc si cette grandeur est positive, on la conserve, sinon on met 0. Et on propage cette information vers le bas. Donc on va voir très facilement que, évidemment, à ce moment-là, dès que la vitesse devient négative, on n'en tient plus compte et on considère que le véhicule est à l'arrêt. Alors on peut revenir à un pas de temps plus réaliste, voilà. Et puis maintenant, avec le même schéma de l'air, on va obtenir la position en disant que la position à l'instant t plus dt, c'est la position à l'instant t plus dt fois la vitesse. Alors, on va aussi bloquer le pas de temps. On va propager cette information vers le bas et on va voir bien sûr que la position du véhicule 2 augmente au cours du temps. Et on va reproduire le même schéma pour la vitesse, l'évolution de la vitesse du véhicule 1. La seule chose qu'il faut changer, c'est tout simplement que la vitesse du véhicule 1 va commencer à décroître, le conducteur va commencer à freiner uniquement lorsqu'il aura réagi, c'est-à-dire lorsqu'il se sera rendu compte que le véhicule précédent freine, qu'il aura lui aussi effectivement freiné, donc lorsque le temps t sera plus grand que le temps de réaction. Donc on va coder ça en disant que cette vitesse elle aura une valeur qui va décroître lorsque le temps courant sera plus grand que le temps de réaction. Temps de réaction qui bien sûr ne change pas, donc on va bloquer cette cellule. Donc si le temps est plus grand que le temps de réaction, la vitesse est égale à la vitesse précédente plus le pas de temps fois la décélération du véhicule 1, et sinon la vitesse est égale à la vitesse précédente. Alors il faut bloquer les cellules qui ne vont pas évoluer lors de la propagation de cette information vers le bas, donc en l'occurrence le pas de temps et la décélération. Hop. Donc on propage cette information vers le bas et on s'aperçoit que le véhicule commence à décélérer au-delà de 2 secondes, ce qui correspond bien au temps de réaction que nous avons saisi. Alors on pourrait également vérifier que si on dégrade le pas de temps, bien évidemment la vitesse devient nulle, et comme on n'a rien dit sur son signe, ensuite l'accélération étant maintenue, le véhicule part en arrière, donc il faut également faire un test pour dire que si le résultat de tout ce calcul est positif, à ce moment-là on le conserve, sinon on met 0. Donc si le calcul de la vitesse nous donne un résultat qui est positif, et on conserve ce résultat, sinon on le remplace par 0. On va propager également cette information vers le bas. Voilà. Alors, si on dégrade le pas de temps pour vérifier si cela fonctionne, on peut constater qu'effectivement la vitesse devient nulle au moment où elle a envie de devenir négative. Donc apparemment notre codage a l'air correct. Bon, il reste à calculer la position du véhicule 1, donc ça va se faire avec le schéma de l'air de manière très rapide. Position à l'instant t plus dt égale position à l'instant t plus delta t fois la vitesse courante, et on bloque le delta t. Voilà. Alors, si on propage cette information vers le bas, on va voir petit à petit les courbes se tracent. On peut peut-être commenter cela au fur et à mesure ici, puisqu'on constate ici que la vitesse du véhicule 1 reste constante jusqu'au temps de réaction qui est codé à 2, qui est
posé à 2 secondes par défaut, qu'ensuite le véhicule 1 décélère, que le véhicule 2 décélère lui de manière directe. La conséquence sur les positions, c'est que l'évolution au cours du temps de la position du véhicule 2 est une fonction quadratique, hein, c'est une fonction en t carré, alors que la position du véhicule 1 est d'abord une fonction linéaire, hein, linéaire en temps, puis ensuite, après 2 secondes, une fonction quadratique. Bon, si nous propageons ces relations vers le bas jusqu'à un temps t de 10 secondes, on s'aperçoit que le véhicule 1 s'arrête, que le véhicule 2 s'arrête, et que dans les conditions que nous avons codées, x1 reste tout le temps plus petit que x2, donc que les véhicules ne se choquent pas, il n'y a pas de collision. Bon, alors on peut vérifier la qualité de notre document en modifiant les paramètres globaux. Est-ce que si je change le temps de réaction à 1 seconde, cela fonctionne? Ben oui, visiblement, hein, au bout d'1 seconde, le véhicule 1 réagit. Donc du coup, évidemment, la distance entre les deux véhicules est plus grande, puisque le véhicule 1 freine beaucoup plus tôt. Bon, laissons une valeur plus réaliste. On peut aussi simuler quelque chose qui est possible, à savoir que le véhicule 1 a des moins bonnes capacités de freinage que le véhicule 2. Par exemple, si on met que par exemple 4,5 mètres par seconde carré pour sa capacité de décélération, à ce moment-là, on s'aperçoit que malheureusement, il n'a pas le temps de s'arrêter avec la distance de sécurité qui était la distance initiale qu'on avait par défaut mis à 100 mètres. Donc je sais pas, on pourrait augmenter cette distance de sécurité pour vérifier que, évidemment, si on l'augmente, les choses se passent mieux. Bon, bien que avec ces capacités-là, on n'a pas tout à fait obtenu l'arrêt du véhicule, donc il faudra un petit peu propager les relations pour bien simuler l'arrêt. On l'avait juste obtenu, puisqu'ici on a 0 pour la vitesse. Voilà. Donc, on a ici obtenu dans Excel la modélisation de ce phénomène avec la caractérisation de l'importance de la distance de sécurité, de l'importance des capacités de décélération des différents véhicules. D'un point de vue, disons, de la physique du point et de la mécanique du point, l'intérêt d'un tel exercice, c'est d'illustrer les mouvements rectilignes, en l'occurrence les mouvements rectilignes uniformes et uniformément décélérés. Le mouvement uniformément décéléré, c'est celui du véhicule 2 jusqu'à l'arrêt du véhicule. C'est celui du véhicule 1 à partir du moment où le temps est plus grand que le temps de réaction. Le véhicule 1, lui, a un mouvement uniforme entre l'instant t égale 0 et t égale tr. Il se déplace à la vitesse constante v1. Et puis après, il a un mouvement uniformément décéléré. Voilà.